C'est le même problème, faisons que les boîtes, puisqu'on est dans le règne de l'emballage, que ces boîtes brûlent, que ces boîtes puissent se faire de l'énergie, et pas pour les mettre dans des containers ou dans des sacs, on ne sait même pas où ça va, la plupart du temps. Et puis les coûts de retraitement derrière, hein, parce que quand on va faire quelque chose, il faut penser derrière à comment est-ce qu'on va le retraiter. Le verre, moi j'ai connu les consignes, j'étais petit, aujourd'hui, je veux dire, on est à casser du verre, à introduire 30% de sable, à réchauffer le tout. Alors pour le verre, il y a quand même une économie d'énergie importante pour le fabricant du verre. Quand on fait un verre avec du sable, il faut chauffer à 1700-1800 degrés. Quand on prend un verre de récupération, il faut chauffer à 1100 degrés. Et donc le recyclage sur l'énergie. Donc, le recyclage du verre est moins énergivore que la fabrication elle-même. Oui. Oui, il faut espérer, mais le problème c'est pourquoi on ne récupère pas les objets directement. Le recyclage du verre, moi j'ai connu quand j'étais gamin, les verres étaient consignés. Ma bouteille de coca, je la rapportais. Vous ne faisiez pas les poubelles pour trouver les bouteilles consignées pour la consigne est une solution, mais la consigne est plus chère que de la récupération. Alors, au niveau des verriers. Oui, peut-être que les gens en précarité énergétique pourraient toucher de l'argent en faisant de la consigne. On arrive à. Comment ça s'appelle? La réponse que je vais vous donner, la réponse est vite ça. Parce que j'ai un ami qui est brasseur et qui produit une brasserie, puisqu'il produit 400 hectolitres annuels. Il ne consigne pas son verre, ses bouteilles, parce que la consignation lui imposerait l'assainissement. Voilà, de ces bouteilles, et ça viendrait beaucoup plus cher que l'énergie du verre. Et le stockage, assainissement, le nettoyage avec des matériels spécialisés et des contrôles sanitaires après nettoyage. Le problème c'est qu'on a tellement des contrôles sanitaires. Avoir un travail, et peut-être aussi travailler sur des standards de modèles de bouteilles. Bon, ça nous va éviter. Le problème de sanitaire, on a eu une démonstration d'hypocrisie sur le sanitaire avec le H1N1. Parce que jusqu'au H1N1, on ne pouvait faire des vaccinations que dans des sites stériles, machin, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des consignes, même pour le secours, je travaillais dans le secours, j'étais volontaire dans le secours, je faisais des urgences, des choses comme ça. On avait des consignes d'hygiène, le watergel, on l'utilisait exceptionnellement parce que ça détruit les mains, ça tue les microbes, et on a des bactéries qui viennent résistantes, etc. On avait toute une politique d'hygiène qui était bien construite depuis une vingtaine d'années, etc. D'un seul coup, risque sanitaire, on a abandonné toutes les mesures d'hygiène, tous les trucs, etc. On a vacciné les gens dans des gymnases. Hein. On a poussé les gens à acheter du watergel qui détruit en fin de compte la résistance des mains, etc. On est arrivé dans une absurdité où, voilà. Alors l'hygiène, on va d'un côté parler d'hygiène à tout prix, et à un tel point que si on n'apprend pas les microbes, on en meurt. J'entendais Maman les petits bateaux, qui est une très bonne émission sur France Inter, qui est vieille, il y a des gens qui disaient pourquoi mon frère met tout à la bouche, est-ce que c'est dangereux, et pénaliser. Non, il faut qu'il apprenne les microbes. Aujourd'hui, on veut désapprendre les microbes, on veut faire une hygiène qui soit parfaite, puisqu'on veut de zéro risque. En fin de compte, on crée des risques, puisque les gens ne savent plus ce que c'est qu'un microbe. La fertilisation. Donc je vous propose, on va faire le goûter là, parce que moi je suis frustrée parce que j'ai préparé des idées, et j'aimerais après vous les passer à toute vitesse, pour voir lesquelles vous voulez bien qu'on garde, pour que mes idées soient aussi évidentes. Mais oui, j'en ai quelques-unes. Voilà, là, on prend un goûter. Donc voilà, après la pause, on repart. J'avais essayé de rédiger avant le débat un texte générique qu'on pourrait éventuellement enrichir si vous voulez. Donc, comment faire de la transition énergétique un levier pour un modèle de croissance verte, durable et solidaire? Parce que c'est la question posée au départ. Et si la question posée par le gouvernement conduisait à une chance exceptionnelle pour le peuple français d'une évolution culturelle majeure? Imaginons, des élèves apprendraient à l'école l'histoire des énergies dans le monde et leurs conséquences sur les civilisations, sauraient convertir les différentes unités de mesure, les comparer, analyser les impacts de chaque énergie sur l'environnement. Ils seraient questionnés pour réduire leurs impacts par des travaux pratiques en lien avec le monde universitaire et industriel. Des professionnels viendraient leur présenter les métiers sur le thème des énergies, production et consommation d'énergie, comprenant les énergies renouvelables, ainsi que des représentants des domaines transverses, la recherche, la sûreté, la maîtrise des risques, les analyses de laboratoire,
qualité, sécurité, environnement, recherche et développement, et bien d'autres domaines illustrés par de nouveaux métiers. L'objectif serait de partager leur passion et susciter des vocations. Donc l'exemple du site de Win France pourra vous montrer ce qui existe dans le domaine du nucléaire, qui pourrait être reproduit pour les autres énergies. Des travaux pratiques seraient proposés à l'école ou sur leur temps libre, en relation avec des professionnels ou des associations, par exemple des courses de voitures avec un minimum d'essence, des avions de modélisme sur le modèle de Solar Impulse, à travers des juniors associations, puis des juniors entreprises, ce qui leur apprend à travailler au modèle associatif ou au modèle entreprise. Des concours seraient organisés entre établissements scolaires, entre régions, entre pays, pour stimuler la créativité, avec reconnaissance des résultats, en favorisant la mixité sociale, accueil dans les familles, réception de délégations avec soutien politique local, résultats communiqués dans la presse et sur Internet. Les structures favoriseraient l'échange d'expériences au niveau scolaire, associatif et citoyen. Les personnes en recherche d'emploi seraient particulièrement encouragées à contribuer à ces initiatives. Chaque personne ayant bénéficié d'un lien sur les énergies, on en parlait un peu tout à l'heure, devrait à son tour partager son expérience avec au moins 2 autres personnes pour créer une dynamique vertueuse sur le territoire. L'échelle de territoire serait le pays. Un collège des jeunes et un collège des anciens compléteraient les conseils de développement, qui sont une force de proposition citoyenne auprès des élus. Nous sommes tous les deux, Anne-Marie et moi, membres du conseil de développement du pays de Cotentin. Les pays se compareraient entre eux à travers des indicateurs liés au plan climat-énergie, maîtrise de l'énergie publique, pourcentage de réduction d'énergie des bâtiments publics depuis 1 an, maîtrise de l'éclairage public, pourcentage de réduction depuis 1 an, nombre d'énergie disponible sur le territoire pour mettre en valeur le bouquet énergétique. Les résultats seraient comparés dans la presse locale et nationale. Au niveau international, ces échanges permettraient de comparer des zones géographiques semblables, mer, montagne, zones urbaines, campagnes. Notre pays, la France, serait orienté vers des sujets concrets. Comment faire mieux avec moins? Quelle réponse apportez-vous à la précarité énergétique? Les initiatives individuelles ou d'équipe seraient encouragées par les médias et le monde politique. La réponse à la question posée par le gouvernement n'est pas seulement technique, elle est également culturelle. Elle peut agir sur la motivation de chacun en donnant du sens et de l'espoir, particulièrement aux jeunes générations, pour transformer notre mix énergétique actuel en énergie collective. C'est très beau, non? Sans commentaire, on va faire, c'est idéal. Bon, ça me plaît, d'accord. Ça me plaît. Et alors après, je me suis dit, parce que le texte m'est venu comme ça, mais après je me suis dit, bon, il y a des idées, donc si ça ne vous ennuie pas, je prends mon papier et je vous le dis très vite et vous me dites ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Comme ça, ce sera plus simple, ce sera fait. Donc, oui, dis-moi. J'ai une remarque à faire, c'est la cible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette notion toujours qu'à l'école, on peut apprendre des choses, etc. Alors, le grand problème aujourd'hui de l'école, c'est qu'elle est très démantelée et qu'ils ont à apprendre beaucoup de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moyen de connaissance devient de moins en moins l'école, hélas, ça, on le regrette tous, devient de plus en plus, en fait, compte de la télévision, d'Internet et tout ça. Oui, ça c'est. Je pense que le fait de permettre à l'école de le faire, mais la première entrée, ça reste le 20h avant, la publicité qui ferait faire sauter un peu pour apprendre le civisme, un certain nombre de choses, et que l'école, ça reste une utopie. Aujourd'hui, on entend toujours parler que maintenant, avec l'école, on va fabriquer des ingénieurs, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fabrique des bacs plus 5 qui n'ont pas eu le même vécu que les bacs plus 5 il y a 5 ans. C'est école et médias. Intergénérationnel, je pense aussi, parce que on oublie souvent, j'ai vu des personnes âgées très bien, mais des personnes âgées tout à l'opposé, je dirais, pour rester poli. Mais comment? Il y a aussi, je veux dire, les observations, l'expérience, le vécu qui font que ça peut apporter des échanges intéressants. Oui. Il y a l'école et peut-être l'assistance. Quand les uns savent écouter les autres, c'est aussi ça. Parce que, oui, mais si tu veux, quand tu échanges avec quelqu'un, il faut savoir l'écouter. Même si tu n'es pas forcément de son avis. Je pense que le mot est là. Le mot, c'est civisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour faire ce genre de choses, parce que moi je vois bien le contact qu'ont les enfants de Ménia vis-à-vis de l'école, c'est de moins en moins un lieu de plaisir, c'est un lieu où il faut soit réussir, soit en échec, et c'est un lieu qui n'est plus moteur. C'est vrai que tout ce qui est là est très bien, simplement j'ai peur que le moteur école ne soit plus... D'accord, je vais l'enrichir avec ce qu'on a dit. Là, je vais l'enrichir, je vous l'enverrai pour avis, et vous aurez
le compte-rendu pour avis. Donc ça va prendre un petit peu de temps, on va essayer de valider ensemble ce qu'on enverra au débat public. Logique. Permettez de compléter un peu ce que pensait ma femme tout à l'heure. On est peut-être en démocratie, mais on aurait peut-être besoin d'une démocratie participative un peu plus complète. Oui, c'est ça. Oui, il faudrait. Et déjà renoué. D'autant plus qu'aujourd'hui on dispose de tous ces moyens-là. D'autant plus qu'aujourd'hui on dispose de ces moyens-là. La possibilité d'échanger et de réfléchir justement aux meilleurs moyens d'avancer tous ensemble. Oui, et le fait qu'on doive réduire est une chance de réfléchir mieux. C'est une opportunité. Et donc, est-ce que je peux vous dire quelques idées donc ça va aller vite. Hein. Donc, il y a eu la première, donc, avec une modif. Hein, je vous l'enverrai. Oui, j'ai noté. Donc, faire connaître aux citoyens et scolaires le site Éco2Mix de RTE dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la démonstration. Donc, ça,